Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les Ludovores pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le mode solo d'un jeu. Ce jeu, il n'est autre que Dwellings of Eldervale. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais envie de vous le présenter, très honnêtement, parce que c'est un de mes jeux préférés. Et l'occasion s'est présentée pour moi, puisque j'ai entendu dire que Lucky Duck Games allait localiser ce jeu et que la campagne en français allait démarrer très bientôt. Donc, je tiens à remercier tout premièrement mon sponsor, c'est-à-dire Macalax, car ce jeu est le mien, je ne fais l'objet d'aucun sponsoring. Je vais donc vous présenter aujourd'hui la partie solo d'une partie de Dwellings of Eldervale, sachant qu'en regardant cette partie solo, vous aurez quand même normalement une assez bonne idée de la partie multi, puisque la partie où c'est moi qui joue est quasiment totalement identique à une partie multijoueur. Seulement, le bot géré par le jeu lui-même a une procédure différente, mais à part ça, c'est la même chose en ce qui me concerne. Donc, je me propose dans une première partie de vous parler rapidement des règles. Je vous en parlerai un peu succinctement de manière à développer les règles au fur et à mesure qu'on jouera, enfin que je jouerai et que vous me regarderez. Et puis, bien, faire une partie avec vous. Alors la partie, je ne peux pas vous dire tout de suite de quelle durée elle sera, parce que ça dépend. Il y a des fois, c'est brutal et je me fais rouler dessus. Il y a d'autres fois, je sors plutôt bien mon épingle du jeu et la partie dure un petit peu plus longtemps. Donc là, comme on dit ici au Japon, otanoshimi, c'est-à-dire amusez-vous bien. Voilà, tout est en place maintenant pour jouer. Je vais vous détailler un petit peu les différentes zones de jeu. Alors évidemment, vous voyez au milieu, il y a le plateau central, c'est ce plateau modulaire puisque ce sont des hexagones. C'est là où, bien entendu, les batailles vont se dérouler, où on va essayer de construire des bâtiments. Car en effet, Dwellings of Eldervale est un jeu en même temps de lançage de dés, désolé de lançage, oui, de lancement de dés, lancer des dés en tout cas, mais aussi jouer des cartes, mais aussi conquérir du territoire, et puis un peu de pose d'ouvriers également. Donc c'est un grand mélange d'un peu n'importe quoi et de tout. Je sais que dit comme ça peut paraître un petit peu, je dirais, négatif, mais c'est bien au contraire très très positif. Le but du jeu, bien entendu, c'est d'avoir à la fin de la partie le plus de points possible. Les points sont inscrits autour de ce plateau qui est là, que je vais détailler un petit peu après. Alors, les conditions de fin de partie, elles sont doubles. Soit quelqu'un pose son 6e dwelling, donc ce sont ces petits toits de maison, comme ça, et je vais vous expliquer comment on peut les mettre sur le plateau de jeu, soit lorsque la dernière tuile qui va augmenter le terrain est placée en jeu. Dans les deux cas, eh bien, le tour se termine et on termine la partie et on compte les points finaux. Alors, il y a donc deux choses qui s'affrontent. Il y a donc le bot solo qui s'appelle les Fantômes d'Eldervale, le Ghost of Eldervale, et moi qui ai choisi une faction. Donc j'ai choisi la faction jaune qui est la faction de la lumière, et la troupe qui va me représenter s'appelle les Pride of Bastet, donc une ambiance un peu égypto-féline, on va dire. Vous le voyez peut-être sur le plateau, il y a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 éléments différents, et pour chaque élément, il n'y a pas un peuple, mais il y en a 2. Donc ça vous fait 16 factions qui sont toutes asymétriques. Donc ça vous promet un petit peu de variabilité. Dans une faction, vous disposez d'ouvriers, ce sont des meeples tout simples, mais aussi d'ouvriers spécialisés. Vous avez le magicien, vous avez le guerrier, et vous avez le dragon. Évidemment, leurs compétences varient déjà de base, puisque leur compétence en force de combat est différente, mais aussi selon les factions, eh bien, leurs compétences spéciales vont varier en général. Donc vous avez 4 types de factions différentes, et vous avez en fait 2 factions qui vont avoir des pouvoirs un peu différents, de manière à faire une variation dans le jeu. En ce qui me concerne, donc, on a donc 4 types. Évidemment, au début de la partie, on n'aura que 3 ouvriers. Le reste, qui est dans l'insert qui est là, il va falloir les construire, il va falloir les acheter, entre guillemets. Comment se passe un tour de jeu? C'est simple, vous n'avez en tant que joueur humain que le choix entre 2 possibilités. Première possibilité, vous allez placer une unité quelque part sur le plateau selon des règles que je vais détailler un peu plus tout à l'heure. Soit au contraire, vous pensez que vous n'avez plus rien à faire sur le plateau et vous rapatriez vos unités. Donc ça, ce sont les 2 actions obligatoires
et parmi ces 2 actions, vous devez à chaque fois en choisir une seule. Quel est l'intérêt de déployer des troupes? Eh bien, lorsque vous déployez une troupe sur un de ces terrains élémentaires, vous allez récupérer un des petits jetons qui sont là, qui sont des jetons qui vont vous donner, immédiatement ou pas, des ressources. Alors je dis immédiatement ou pas, parce que là, dans l'insert, vous avez 4 emplacements où vous pouvez stocker temporairement des jetons, et après ces jetons, eh bien chaque faction dispose d'une carte faite ainsi, qui dispose de 3 actions différentes, et vous voyez qu'ici, il y a un logement en forme de jeton. De base, il est écrit quelque chose, mais libre à moi de remplacer par un jeton de quelque chose que je trouve plus avantageux que ce qui est inscrit. Donc il va falloir apprendre à récolter les jetons, mais aussi à les placer au bon endroit pour maximiser les revenus, pour maximiser les points à la fin de la partie, si possible. Donc je déploie. Alors la règle de déploiement, elle est simple, donc si je me déploie sur un royaume élémentaire, je prends la première tuile, et après je vais vérifier si un monstre errant est présent de manière adjacente. Si c'est le cas, ce monstre errant va venir envahir mon royaume élémentaire, voilà. Et il y aura un combat. De la même manière, si jamais quand je me place, il y a déjà le jeton de quelqu'un d'autre, eh bien il y aura combat entre nous deux. Donc par exemple, je pourrais très bien affronter les fantômes d'Eldervale ici, mais si jamais lui était ici, eh bien on serait 3 à se battre. De toute façon, dans un combat, il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur, donc quoi qu'il se passe, il n'y aura toujours qu'une seule troupe qui sortira victorieuse du combat. Lorsque les jetons sont épuisés, bien toujours il y a quelque chose d'imprimé, de manière à ce que vous ayez toujours la possibilité de récolter quelque chose. Donc les ressources, vous les voyez ici dans les logements, sont au nombre de 4 de base, donc diamant, parchemin, potion et marteau. Vous avez ensuite les épées que vous allez pouvoir gagner d'une manière dont je vais parler en cours de jeu, et puis vous avez les pièces d'or qui sont elles des jokers, qui remplacent n'importe quelle autre ressource. C'est un jeu qui est assez intéressant parce que les cartes que vous allez avoir aussi des cartes de magie. Eh bien dans certaines circonstances, ces cartes aussi peuvent devenir des monnaies, entre guillemets. Deuxième chose sur un royaume élémentaire, vous voyez donc son affiliation en haut avec 1 ou 2 symboles. Puis vous avez un hexagone avec un symbole de maison, et puis des icônes en dessous. Le symbole qui est là va déterminer combien cela coûte pour pouvoir construire justement un de ces fameux dwellings. Le twist, c'est que si par exemple je suis là et que je voudrais construire ici, donc j'ai les ressources, je paye, et bien dans ce cas-là je vais mettre le chapeau, en fait le toit sur mon unité, et elle va se transformer en maison. Du coup je vais perdre une unité. Sachant qu'il y en a 6 à construire, il y a 6 ouvriers, donc si vous construisez tout, à la fin de la partie, vous n'aurez que les 3 ouvriers spéciaux qui sont le magicien, le guerrier et le dragon. Donc il faut savoir aussi quand recruter de nouvelles troupes, histoire de ne pas tomber à court d'action. En effet, lorsque vous avez placé votre première unité, eh bien les autres unités doivent se placer obligatoirement de manière adjacente. Donc il faut réfléchir à son placement. Évidemment, il y a des petites, nuances, à savoir que, par exemple, le magicien peut se placer à une case de distance, et le dragon peut se placer un peu n'importe où. Évidemment, il vole, c'est plus simple, alors que le magicien est en téléportation. Ensuite, vous avez des territoires spéciaux qui sont en fait ce qu'on appelle des ruines. Ce sont des bâtiments spéciaux qui vont vous permettre des actions spéciales. Donc ici, vous avez le moulin, on va dire, qui va vous permettre de construire un dwelling directement en cours de partie. Ici, vous avez la tour du mage qui va vous permettre d'échanger n'importe quelle de ressources contre 3 cartes de magie et vous en jeter une. Vous avez le portail pour invoquer une nouvelle troupe. Vous avez un donjon qui va vous permettre d'acheter des cartes ici, dont je vais reparler juste après, et qui va étendre le royaume en général, en rajoutant une tuile, sachant que cette tuile-là est évidemment un moteur pour aller vers la fin de la partie, puisque quand cette pile de tuiles est épuisée, la fin de partie se déclenche. Et ici enfin vous avez la forteresse, où vous pouvez échanger n'importe quelle 2 ressources contre 2 pièces d'or qui sont des wild, et donc qui vous permettent de les remplacer par n'importe quoi. Donc voilà, vous avez au début de la partie de toute façon forcément un royaume élémentaire sur lequel il y aura un monstre,
4 autres royaumes et 5 ruines. Les royaumes élémentaires sont choisis parmi votre élément. Moi, donc, j'ai choisi la lumière, donc il y a forcément la lumière. Elle n'est pas forcément sortie tout de suite, mais je veux dire, dans le paquet de tuiles, il y aura forcément la lumière. Et j'ai choisi au hasard 3 autres éléments qui sont aujourd'hui, eh bien, si je me souviens bien, ça c'est le vent. On a le vent, on a le feu, et puis le dernier, on a les ténèbres. Donc, vous avez 4 éléments. Et vous le remarquerez ici, il y a 2 présentoirs. Alors, les petits présentoirs qui sont là ne sont pas inclus dans le jeu, je les ai fait imprimer en 3D, c'est un fichier que quelqu'un m'a passé, donc il n'y a pas. Mais moi j'aime bien parce que ça permet de les avoir comme ça en plus visible. Lorsque vous avez des cartes ici, ce sont des cartes qui vont être achetables et qui vont être rajoutables à votre tableau de manière à faire des enchaînements d'actions. Lorsque vous regroupez, c'est-à-dire vous ramenez tous vos personnages, tous vos ouvriers du plateau vers votre base, eh bien, vous allez les ramener un par un, et chacun, vous allez pouvoir les affecter à une carte. Sachant que, comme je le montrais tout à l'heure, la première carte a 3 utilisations que vous pouvez utiliser si vous avez 3 ouvriers disponibles. La première utilisation va être d'invoquer une nouvelle troupe, donc c'est la même chose que le portail, mais du coup, ça c'est quand vous revenez. Ça va vous permettre de récolter cette ressource ou tout jeton que vous avez placé dessus. Et enfin, le duel, c'est la même chose que 2000, c'est-à-dire construire un dwelling dans Eldervale. Mais pour construire un dwelling, il faut qu'il y ait un jeton de base sur la zone où vous voulez construire. Donc, c'est pour ça que quand on ne regroupe que un par un, pour se laisser la possibilité de construire des dwellings si on pense en avoir besoin. Deuxième chose, après avoir déployé, j'ai dit tout à l'heure, on vérifie s'il va y avoir un combat. Imaginons qu'il y ait un combat, eh bien, on va lancer un nombre de dés égal à la force de l'unité que nous avons en combat, plus éventuellement les bâtiments qui sont construits autour, plus éventuellement des unités qu'on va pouvoir faire venir des zones adjacentes, plus éventuellement des jetons d'épée qui vont rajouter un dé, sachant qu'on peut lancer maximum, vous voyez, j'ai 6 dés, on peut lancer maximum 6 dés. Le principe d'une bataille, eh bien tout simplement vous lancez le nombre de dés qui correspond à votre force, l'adversaire fait de même, et eh bien on compare du plus grand au plus petit. Donc si jamais par exemple j'avais obtenu 5 lui aussi, et après 4 lui aussi, et après encore 4 et moi 3, eh bien c'est moi qui suis le vainqueur parce que c'est de là ça nul, c'est de là ça nul, et le 4 est supérieur au 3, donc j'ai gagné, tout simplement. Bien entendu, tout simplement, il existe des cartes pour mitiger, il existe des bonus, on verra ça en cours de partie. Donc le donjon qui est ici vous permet d'acheter jusqu'à 2 cartes qui sont ici. Les cartes ont un coût sur le côté de la carte, et une fois que vous les achetez, vous les rajoutez à votre tableau, et en fonction, quand vous voyez, il y a des, il y a des icônes, eh bien vous allez pouvoir peut-être rapatrier quelqu'un dessus. Par exemple là, si vous placez un ouvrier ou plus, c'est-à-dire que l'icône d'ouvrier veut dire que vous devez placer une unité de niveau ouvrier au moins, c'est-à-dire que vous pouvez aussi y placer un magicien, un guerrier ou un dragon. D'accord ? Il y a certaines cartes qui demandent spécifiquement un dragon, spécifiquement un guerrier, et ainsi de suite. Et en faisant ça, vous allez récolter les choses qui sont marquées. D'autres cartes, eh bien, vous donnent des pouvoirs passifs, ou d'autres cartes vous donnent des pouvoirs qui vont se déclencher au décompte des points à la fin de la partie. Voilà à peu près pour ce qui est d'ici. Simplement aussi, dernièrement, sur cette échelle qui est là, eh bien, à chaque fois qu'on va construire un dwelling, ou qu'on va acheter une carte qui est ici, on va augmenter sur la piste correspondante. Donc si j'achète une carte de lumière, eh bien, je vais monter d'un niveau. Si je construis ici, il y a un symbole de lumière, je vais monter d'un niveau. Si je construis ici, il y a 2 symboles de lumière, je vais compter 2 niveaux. Sachant que chaque élément a 3 tuiles, une avec un symbole, une avec 2 symboles, et une avec le symbole de monstre qui est dessus. C'est inévitable, elles sont toutes comme ça. Donc là par exemple, je sais que les 2 tuiles feu qui vont rester seront sans monstre dessus, forcément. À la fin de la partie, selon le niveau que vous avez atteint, vous allez recevoir plus ou moins de points, sachant que donc là ça veut dire que
toutes les cartes valent 3 points, 4 points ou 5 points. Ce sont des multiplicateurs. Dernière petite chose, avant d'expliquer succinctement l'automaton, eh bien, ici, il y a une piste de, comment je vais dire ça, une piste de succès militaire. Tant que moi, je n'ai pas fait une fois un rapatriement de toutes mes armées, il n'y a pas de combat du tout. C'est un premier tour gratuit, entre guillemets, pour pouvoir se positionner un peu, pour pouvoir commencer à mettre en place sa machine à gagner. Une fois que j'aurai rapatrié tout le monde, je me mettrai ici, et à partir de ce moment-là, aussi bien envers le fantôme d'Eldervel que les monstres qui seront sortis, il y aura combat. Et à chaque fois que quelqu'un gagnera un combat, soit le fantôme d'Elderveil, soit moi, on augmentera sur la piste, et on gagnera les bonus afférents. En effet, le fantôme d'Eldervel est un bot, est un automaton qui score, et donc vous pouvez perdre. Ce jeu n'est pas un battre son score. Le fantôme d'Eldervel est un véritable adversaire. Bon, maintenant, comment fonctionne le bot? Très rapidement. Vous êtes toujours le premier joueur, et à chaque fois que vous allez placer une unité, eh bien, vous allez placer le Watcher, le gardien de ces fantômes d'Elderveil, sur la même tuile. Vous allez lancer un dé, et en fonction du résultat du dé, vous allez appliquer la carte qui est en dessous, qui va vous donner des instructions. Une fois que vous avez appliqué cette carte, vous la défaussez, vous la remplacez par une nouvelle carte, et on continue. Si jamais au cours de la partie, vous tirez un dé sur lequel, en fait, il n'y a plus de troupes positionnées, ça veut dire que le fantôme d'Elderveil va rapatrier ses troupes comme vous le feriez durant votre tour normal. Lorsque le fantôme d'Elderveil rapatrie ses troupes, eh bien, il score. C'est son principal moteur de scoring. Sachant que lui, toutes les cartes qui sont là, qu'il va acheter ou prendre ici, il va les stocker, vont lui rapporter des points, mais il ne les utilisera jamais. Et toutes les cartes de magie que je lui ai distribuées et qu'il récoltera au fur et à mesure de la partie, eh bien je ne vais jamais les regarder, je ne sais pas quelles sont, mais elles rapporteront des points à la fin de la partie. Donc voilà, le reste, eh bien, on verra au fur et à mesure de la partie. Donc je me propose de commencer ma partie. Alors, qu'est-ce que j'ai comme sortilège? Alors, j'ai un sortilège vert, ou alors, il faut que j'ai un niveau de vert, mais je pourrais pas parce que l'élément vert n'est pas présent. Donc si je dépense un diamant, quand je peux le jouer quand je construis un dwelling, et dans ce cas-là, je n'ai pas besoin de payer le coût de ce dwelling. Ça, c'est très bien. Vous avez une deuxième catégorie, qui sont les prophéties, avec un œil, qui sont des cartes de scoring de fin de partie. Donc là, par exemple, à la fin de la partie, cette carte vaut 2 points, et 1 point pour chaque carte de prophétie que vous avez. Donc en fait, cette carte de base, elle vaut 3 points. Et puis vous avez la troisième catégorie, qui est une sorte de bateau, qui est une carte de quête. Donc pour compléter cette quête, il faut que j'ai au moins 2 parchemins dans ma réserve, et je gagne 1 point de victoire pour chaque parchemin dans ma réserve. Sachant que les réserves qui sont là sont de toute façon limitées à 5. Donc avec cette carte-là, je peux gagner maximum 5 points. Bon, alors évidemment, je vais commencer par essayer de me positionner dans un endroit où je peux récupérer des ressources. Alors, sachant qu'on a une bande centrale avec avec des ruines, ça ne m'arrange pas beaucoup, cette disposition, qui a été faite au hasard. Le pattern est fixe, mais les tuiles qui remplissent ce pattern sont tirées au hasard. Je vais me mettre là. Je prends la première tuile, et je peux soit la stocker, soit la placer quelque part sur une de mes tuiles, soit l'utiliser tout de suite. Et bien, je vais la prendre et je vais la placer ici, parce que finalement, au lieu de gagner un diamant, gagner une pièce qui remplace n'importe quel type de ressources, c'est, je trouve, vachement mieux. Maintenant que j'ai fait ça, je place le fantôme, je lance un dé, qui fait un 3. Donc 3, c'est cette catégorie. Donc, je vais prendre dans le sens de gauche à droite les unités, et je vais appliquer cette carte-là qui est Mage Tower. Donc je vais placer son pion ici, et ça va lui faire gagner 2 cartes, que je ne regarde pas, et que je stocke ici. Je défausse sa carte, je lui en remets une, et c'est à moi. Vous voyez, les tours vont s'alterner très vite.
Donc ensuite, moi, je ne peux placer mon unité suivante qu'ici, ici, ici. Je pourrais le faire ici, il n'y a pas de combat puisqu'on est dans le premier tour. Je pourrais faire ici, mais j'ai pas vraiment l'intention de recruter tout de suite, donc je vais tout simplement faire ici, et je vais prendre au choix une des deux tuiles, je vais prendre celle-là, qui est un double parchemin, que je vais stocker pour l'instant. Le fantôme vient, lance un dé, avec un 6 cette fois, 6 c'est cette tuile-là, je prends l'unité la plus à gauche, et vous voyez, cette fois-ci, la carte me dit, ce symbole c'est là où est le fantôme, et si je peux, eh bien je dois placer l'unité que j'ai dans la main sur cette tuile-là. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait que je place sur la tuile qui est ici. Mais il n'y a pas de tuile, donc je vais le placer au même endroit. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Donc déjà je défausse la carte, j'en remets une. Lorsque le fantôme d'Eldervale place dans un royaume élémentaire comme ça, il prend le jeton de la pile la plus à gauche, et il va la mettre face cachée sur la ligne de la même distance, sachant que plus il complète, plus il va gagner des choses. Et il me vole des choses, donc c'est très peu agréable. Comme nous sommes avant mon regroupement, il n'y a pas de combat, donc le tour du fantôme s'arrête. Alors moi ensuite, eh bien je pourrais choisir de recruter quelqu'un. Pourquoi pas? Alors, les capacités spéciales de mes unités. Mon guerrier, lorsque je place mon guerrier et que je déclenche une bataille, je peux choisir une unité dans n'importe quel royaume adjacent, cette unité me rejoint et combat pour moi. Même si c'est l'unité du fantôme, même si on était à plusieurs joueurs, l'unité d'un autre joueur, eh bien, il me permettrait de lui voler temporairement une unité. Et le magicien, il a lumière aveuglante, vous pouvez choisir d'éviter qu'un monstre rush dans le royaume occupé par votre magicien. Donc ça me permettrait par exemple de me mettre là, sans que lui vienne. Ce qui est plutôt pas mal, parce que le magicien est quand même faible, il n'a qu'un dé de combat, comme le worker, alors que le guerrier en a 2 et le dragon en a 3. Alors, comme il faut que je le place de manière adjacente... Bon, pour l'instant, j'ai pas grand-chose, en fait. Pour l'instant, j'ai pas grand-chose, en fait. Ah ouais, c'est pas top. Sachant que si je me place sur une des tuiles de ruines comme ça, je suis obligé de faire l'action en question. Après tout, pourquoi pas? Je pourrais me placer sur la forteresse, et je pourrais échanger des ressources contre des pièces. Alors tiens, je vais échanger un parchemin, et pourquoi pas un marteau, que je vais replacer là, et je vais prendre 2 pièces, puisque ce sont des ressources universelles, pourquoi pas. Le fantôme vient avec moi, il lance un dé, et il fait encore 6. Il place son magicien. Alors, là, il faudrait que je place son magicien ici, ce qui n'est pas possible. Il fait là, et la carte me dit qu'il va essayer de construire un dwelling. D'abord dans sa case, mais là c'est un magicien, il ne veut pas. Ensuite, en 2, il n'y a personne, en 3, il n'y a personne, 4, il n'y a personne, en 5, il est présent. Ce qui veut dire que là, en fait, eh bien, il va construire son premier dwelling. Et puisqu'il a construit son dwelling sur une zone de lumière 2, eh bien, il va monter de 2 crans en lumière. De plus, comment ça s'appelle? Pardon. Lorsqu'il construit un dwelling, eh bien, le fantôme va scorer des points tout de suite, évidemment. Alors, comment le fantôme score des points pour ses dwellings? C'est simple, il va scorer 2 points par dwelling adjacent, quel que soit le propriétaire de ce dwelling. Là, il n'y en a pas, donc il ne score pas. Et il va scorer aussi 2 points par ruine adjacente, c'est-à-dire 2 et 2. Donc il va scorer 4 points. Donc là, il était à 2, il passe à 6 points. Et à partir de maintenant, eh bien moi, je ne peux plus jamais construire de dwelling sur cette tuile-là. Ce qui est un gros coup de Trafalgar, personnellement, parce que là, ça ne m'arrange pas du tout. Bon, eh ben ça commence bien, ça. Je n'ai plus d'unité ici, il est donc temps pour moi de rapatrier. Alors là, l'ordre de rapatriement va être potentiellement important. Donc par exemple, ici, puisque je ne peux plus rien construire, je vais le rapatrier.
Alors, qu'est-ce que je pourrais rapatrier? Bon, ben écoutez, moi je vais faire la même chose que lui, c'est-à-dire qu'en fait, je vais faire un dwell. Donc je vais construire un bâtiment. Évidemment, je vais le construire au seul endroit que je peux, c'est-à-dire ici. Et je vais payer 2 diamants que je vais payer par 2 pièces. Donc, je place mon premier dwelling, ici. Comme le fantôme, je monte d'un niveau dans l'élément concerné, et je vais scorer 2 points par ruine et 2 points par dwelling adjacent, c'est-à-dire 2, 4 et 6 points. Donc moi, je passe de 1 à 7. Voilà. Il me reste une unité à rapatrier, et cette unité, eh bien, je vais la mettre sur Gather, qui va me permettre de reprendre une pièce. Une fois que j'ai fait tout ça, que tous mes rapatriements sont terminés, eh bien, je remets mes tuiles, mes jetons d'ouvrier ici, et j'avance ici, ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, eh bien, de toute façon, il y aura des combats possibles. Étant donné qu'ici j'ai tout rapatrié, le fantôme ne joue pas, puisque je ne me suis positionné nulle part. Donc, eh bien, je vais continuer à jouer en reprenant un tour, sachant que là, du coup, eh bien, j'ai plus que 2 ouvriers. Donc c'est assez peu marrant. Alors je pense que tout simplement, je vais commencer par aller au portail, et je vais payer une pièce pour recruter un autre ouvrier qui lui me coûte une ressource quelle qu'elle soit. Voilà. Et c'est tout. Donc, lui vient là, et il fait un 1. Donc le 1 c'est ici, et il va placer au portail. Ah bah déjà super, ça va faire une baston. C'est bien, vous allez pouvoir voir comment ça fonctionne. Et il va activer cette carte qui est le Undead Monster. Donc choisissez un monstre détruit et remettez-le dans son repère. Toutes les unités ou les autres monstres dans le repère sont envoyés dans le monde souterrain. Il n'y a pas de monstre mort, donc cette carte n'a aucun effet. Ce qui n'est pas plus mal. Par contre, comme nous sommes 2 unités différentes dans le même royaume, dans le même case, eh bien, il va y avoir combat. Le fantôme a cette particularité qu'il peut rapatrier, enfin qu'il doit rapatrier toutes ses unités obligatoirement. Donc il va commencer par un dé plus un dé plus un dé, puisque les ouvriers comme le magicien ont un dé. Cependant, il a aussi un dwelling à côté qui lui donne plus un dé. Donc lui, il va commencer avec 4 dés. Moi, de mon côté, j'ai un dé et un dwelling, ce qui me fait 2 dés. Et là, je vais dépenser la ressource d'épée, parce que cette ressource d'épée me permet d'ajouter un dé. Donc je vais me battre à 4 dés contre 3 dés. Inutile de vous dire que c'est pas gagné. Alors, voyons voir. Le fantôme fait 4, 4, 4, 3, et moi je fais un magnifique 2, 2, 1, ce qui est particulièrement minable. Donc, ça m'ennuierait quand même de perdre mon unité tout de suite. Donc je vais jouer cette carte, et je vais être obligé de la payer avec un diamant, ça m'ennuie beaucoup. Jouer cette carte après que vous ayez lancé des dés pour n'importe quelle raison, vous pouvez relancer jusqu'à 3 de ces dés, donc je vais relancer mes 3 dés. Et là c'est mieux puisque je fais 6 de 2. Et comme j'ai un 6 et que le 6 est plus fort que le 4, eh bien c'est moi qui gagne. C'est moi qui gagne, qu'est-ce qui se passe? Eh bien toutes les unités du fantôme sont envoyées dans le monde souterrain. Et moi, je gagne un niveau ici, ça veut dire 2 points de victoire. Hop, voilà. Et notre rencontre est terminée, donc c'est encore à moi de jouer. Alors, de là, je vais venir ici. Le dwelling ne m'empêche pas de venir, il m'empêche simplement de mettre des dwellings. Je vais prendre cette tuile-là et je vais la défausser tout de suite pour prendre 2 diamants que je vais placer dans ma réserve ici. Ok. Donc le fantôme se place au même endroit que moi, il lance un dé, c'est un 3. Et le 3, hop, eh bien il va se placer, lui, il va placer une unité dans le donjon, qui est ici. Alors le donjon, eh bien il va gagner une nouvelle carte d'aventure. Alors la carte d'aventure, qu'est-ce que c'est? C'est une des cartes qui sont là, qu'il peut acheter. Je vais lancer un dé, et en fonction du résultat du dé, je vais prendre la première carte de la pile de l'élément en question. C'est un 3, et 3, c'est la lumière, donc je vais prendre la première carte d'ici, je vais la placer sur sa pile,
il va augmenter d'un niveau dans le domaine, et je vais retourner la carte suivante qui sera celle disponible à l'achat. Par contre, étant donné qu'il est là, eh bien il déclenche un combat avec le monstre. Donc il va avoir un dé, et la compétence spéciale des fantômes d'Elder Vale, c'est que même s'ils sont placés dans l'Underworld, les dés de ces unités comptent pour le combat. Donc il va avoir 1, 2, 3, 4 dés. 4 dés contre la Volcanic Terror qui a 5 dés. Ok, ses compétences spéciales, simplement, c'est que toutes les cartes magiques, tant qu'il est dans l'Elder Vale, toutes les cartes magiques peuvent être utilisées comme si elles étaient des sortes de boules de feu, c'est-à-dire elles ajoutent 2 dés de bataille. Et il a Fire Resistance. On ne peut pas utiliser de sort de boule de feu en bataille contre la Volcanic Terror. Donc je lance les dés. Et là, le monstre va faire un 6, 5, 5, 1, 1. Et le fantôme d'Elder Vale va faire un 6, 5, 1, 1. Donc c'est le monstre qui gagne. Le monstre gagne, donc lui est envoyé dans l'Underworld, et le monstre revient dans son lair. Voilà, donc vous voyez, même quand il n'est pas dans la même zone que moi, le monstre peut être impliqué dans une baston. Le fantôme peut être impliqué dans une baston. Bon, il me reste une unité. Qu'est-ce que je pourrais placer comme unité? Alors le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de ressources, donc pour acheter des cartes ici, c'est pas top. Je pourrais quand même acheter la Brass Door pour 2 diamants, qui me donnerait, quand je rapatrie, un marteau, et si je slot un carré là-dessus, si c'est moi qui suis le plus haut dans cet élément-là, eh bien je gagne aussi cette ressource-là. Pourquoi pas, après tout? Oui, ça vous permettra de voir aussi... Ah oui, mais du coup, je vais me faire attaquer par le monstre. Allez, soyons fous. Je m'y mets. Donc j'ai le droit, puisque je suis toujours adjacent. Donc, d'abord, je vais révéler une nouvelle tuile. Donc ça sera encore une tuile rouge. Où est-ce que je vais la mettre? Bah tiens, je vais la mettre là. Et comme je la mets là, immédiatement, je vais la peupler de jetons supplémentaires. Voilà, ça fait un nouvel endroit où on peut venir se balader. Et puis je peux acheter jusqu'à 2 cartes. Alors je vais acheter la première carte ici, donc c'est-à-dire 2 diamants. Donc la Brass Door, que je vais placer ici. Comme j'achète une carte rouge, eh bien je vais donc placer un jeton sur le premier niveau, et je vais révéler... non, je ne vais pas révéler tout de suite, c'est vrai. Je ne peux acheter qu'une seule carte d'un élément. Et après, je peux acheter une deuxième carte, ou alors je dois brûler une carte, c'est-à-dire je dois mettre une des cartes visibles face cachée sous la pile correspondante. Là je pourrais transformer ça, je vais transformer ça en 2 parchemins. Les placements et les utilisations de jetons comme ça, ce sont des actions libres, donc je peux les faire un peu comme je veux. Et du coup, je vais payer 2 parchemins pour m'acheter la Houses of the Holy, qui est donc de la lumière, et qui me dit que quand je place une unité dans un royaume occupé par mon dwelling, je gagne un point de victoire. Pourquoi pas, après tout? J'ai rempli toutes les conditions, donc là, je peux révéler les cartes suivantes, puisque de toute façon, je ne peux plus les acheter. Donc le Wall of Glass et la River of Lava. Ok, comme j'ai fait les actions, le fantôme arrive, il lance un dé, et il fait un 2. Eh bien, c'est le guerrier, et le guerrier avec celle-ci. Donc, d'accord, ok. Donc il faudrait qu'il se place ici, il ne peut pas, donc il va se placer dans le même royaume, et la carte me dit de placer un nouveau royaume. Ce qui veut dire que ça accélère un peu la fin de partie. Alors, ce nouveau royaume, c'est un royaume d'air. Allez, je vais la mettre là, parce que du coup, placer des dwellings pourrait rapporter des choses. Donc air, c'est ici, et il n'y en avait pas encore. Ça, c'est intéressant. Je place les ressources dessus. Et le problème, donc, c'est que le fantôme est là, mais lui est là aussi, donc en fait, il va y avoir méga baston.
Alors, méga baston, ça veut dire techniquement que de toute façon, le monstre à 5 dés, ça c'est acté, c'est obligatoire. Le fantôme, il a 2 dés du guerrier, plus 4 dés dans l'Underworld, donc il a 6 dés. Ok, donc je suis à 6 dés, 5 dés contre moi, et moi, pour l'instant, j'ai 1 dé. Ouais, alors... Ah, et du coup, puisque je suis dans le même truc que la Volcanic Terror, je ne peux pas utiliser une carte comme une boule de feu, donc je ne peux pas ajouter de Battle Dice. Alors je pourrais impliquer celui-là ici, mais j'ai très peu de risque de réussir, donc je m'en fous, je vais juste lancer un dé, et on verra bien. Je vais sans doute perdre, c'est pas grave. Alors, moi j'ai un 5. Bon, le problème c'est que le noir il a un 5 aussi, et le gris il a un 5 aussi. Donc moi déjà j'ai perdu parce que je n'ai qu'un seul dé. Le noir il a un deuxième 5, et après le gris il a un 4. Bon, bah on arrête la comparaison tout de suite, ça veut dire les fantômes ont gagné. Alors, lorsque les fantômes ont gagné, eh bien moi je suis expulsé ici. Comme je suis expulsé ici, j'ai le droit de prendre une épée. C'est la récompense de se faire bouler, entre guillemets. C'est pas complètement perdu. Je redonne les dés. Et comme le fantôme a gagné, eh bien il doit recevoir une récompense de bataille. Alors si je me souviens bien, il prend toujours la récompense d'augmenter sur la piste. Non, il va gagner le pouvoir élémental. Donc il va gagner en rouge. Il n'en avait pas encore, donc il vient au même niveau que moi. Et lui, eh bien ma foi, il est viré. Donc lui, il est mort. Voilà. Alors maintenant j'ai plus d'unité, donc il va falloir que je rapatrie. Alors celui qui est dans l'Underworld, je peux le rapatrier, mais je n'ai pas le droit de le rapatrier pour utiliser une carte, donc il va venir là, et c'est tout. Et j'ai donc seulement 2 à rapatrier. Bon, j'ai plus de ressources, donc ça m'intéresse pas ici, donc je vais faire tout simplement ici pour gagner un marteau. Et je vais faire ici pour gagner une pièce. C'est la grosse dèche quand même, hein. Je vais pas vous le cacher, c'est un peu quand même la grosse dèche. Bon. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire maintenant? Donc, ils sont là, donc j'ai à nouveau 3 unités à déployer où je veux. Ok. Ah, j'ai oublié le fait que le fantôme a gagné une baston, il a choisi sur la piste de monstre l'élément, mais il gagne quand même une piste ici, donc il va voir ces 2 points-là. Oui, la bataille et qui est dans la bataille, ce sont 2 choses différentes. Bon, il me faut un plan de jeu là. Il me faut un plan de jeu, et ben tant pis, ça m'enferme un peu, mais un diamant, un marteau, c'est quand même pas mal. Donc voilà, le fantôme, je vais accélérer un petit peu, maintenant que vous avez compris à peu près le principe. Et on tombe sur 2. Ah, alors ça c'est intéressant, vous voyez que sur 2, il n'y a rien, donc il ne va pas faire de carte, et il va faire un rapatriement. Alors, quand il va rapatrier, il y a une règle spéciale. Et bien donc, il va gagner 2 points pour chaque unité sur un royaume, sur une ruine, donc il va gagner 2 points avec lui, et lui est rapatrié. Donc 1, 2. Et après, il va gagner 1 point par unité dans le Underworld, donc il va gagner encore 4 points. 14. Et je réarrange les unités dans l'ordre des numéros. Là, j'ai le 1, ensuite le 2, donc ensuite le 3, le 5 et le wizard. Donc vous voyez, c'est important parce que par exemple, l'unité 6, c'est celle qui a fait le dwelling, donc elle ne reviendra jamais. Pardon. Et comme il a rapatrié, ben il fait rien d'autre. Et c'est à moi. Bon. J'aurais peut-être dû me mettre là, en fait, quand même. Tant pis. Tant pis, tant pis. Je vais donc mettre ma 2e unité ici pour prendre ça. Le fantôme vient là, et il va lui activer le 1. Donc le 1. Donc il ne peut pas se mettre là, il va se mettre là.
et il va prendre une nouvelle carte d'aventure selon le dé, qui est un 1. Le 1, ça sera de l'air. Donc l'air, eh bien, il prend la première carte, pardon, ici, il score, donc il en avait déjà un, et il retourne la prochaine. Tac, voilà, on remet une carte ici, c'est bon. Par contre, maintenant, il y a baston. Donc lui, il est tout seul, il a un dé, mais il y a un dwelling, un dé, et moi j'ai une unité et un dwelling, un dé. Est-ce que je rajoute mon épée? Allez, oui, tiens. Je rajoute mon épée pour rajouter un dé. Donc j'ai 3 dés et lui 2 dés. Voilà, j'ai 2 6 et un 5, et lui il a un 6 et un 1, donc il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de doute, c'est pour moi. Je monte là, et du coup j'ai le droit à une ressource de mon choix. Eh ben je vais prendre un diamant. Toc, voilà. Bon, ensuite... Pardon. Ouais. Pourquoi pas, on pourrait faire ça. Donc ma dernière unité, je vais la placer ici, et je vais prendre celui-là. Un diamant. Lui vient ici, il lance un dé, et c'est un 2, donc il active celle-ci, et là il va se placer ici. Donc là du coup, bah, il ne va rien se passer parce qu'il n'y a pas de conflit. Hop, ok. Donc maintenant, moi il va falloir que je rapatrie mes troupes. Alors soyons intelligents, ça nous changera. Donc je vais dépenser d'abord ce token pour prendre un diamant. Hop là, voilà, un seul, merci. Je vais ensuite rapatrier celui-ci pour faire un duel. Donc je vais dueller ici, en payant 2 diamants, et je vais m'installer dans ce royaume. Donc voilà, je construis mon deuxième royaume, je gagne 1 en rouge, ici, et je gagne 2 et 4 points, puisqu'il y a 2 dwellings adjacents. 1, 2, 3, 4, voilà. Le fantôme vient ici, mais en fait, le fantôme, il se passe rien, puisque j'ai déjà duellé, donc j'ai plus d'unité. Donc en fait, je l'ai... Ah ben non, puisque je suis en train de rapatrier, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Et là, alors je vais profiter du fait que je suis en tête sur cette piste-là pour slotter un truc ici, et donc du coup, je vais mettre ça là, et je vais gagner 2 marteaux, et un diamant. Voilà. Bon, ça n'est pas merveilleux, mais c'est quand même déjà un peu mieux. Bon, j'ai fini de rapatrier, donc, eh bien, je remets là. Mais vous voyez, à nouveau, maintenant, j'ai 2 unités de placement seulement. Donc il va falloir vraiment que je commence à penser à acheter des unités spéciales, parce qu'autrement, je vais rapidement tomber à court. Par contre, j'ai déjà placé 2 dwellings, mais du coup, là, je suis un peu enfermé, puisque là, je peux pas en placer un là, et là, il faudrait peut-être que j'essaye d'ouvrir par là maintenant que le monstre est mort. Bon, bah du coup, je vais placer, et du coup, eh ben, je vais me mettre là, et je vais prendre ça, parce que ça, c'est toujours bien. Je vais tout de suite l'échanger contre 2 épées. On ne sait jamais. Le fantôme vient me rejoindre, et il fait un 6. Il va placer donc son magicien. Il devrait le placer ici, mais il peut pas, donc il va le placer ici. Donc il va y avoir combat. Le magicien fait un dé, et il a un dé dans l'Underworld, et moi j'ai un seul dé. Donc ça fait 2 dés contre 1. Et là, il n'y a pas de miracle, puisque si nous avons une égalité sur le premier dé, il a un deuxième dé avec un 1 qui lui suffit. Donc cette unité est expulsée ici, et lui, il vient là, et ça, c'est obligatoirement une carte de magie qu'il rajoute, puisque ça fait partie de son scoring. Bon, bah ça ne m'arrange pas du tout ça. Ça ne m'arrange pas du tout, mais bon, du coup, moi, ça me libère, parce que je n'ai plus personne sur le tableau, donc je peux me placer un peu où je veux. Ben, du coup, je suis quand même un peu obligé. Est-ce que j'attends? Mais si jamais je me prends une baston, je vais me faire avoir. Donc non, tant pis, je vais me mettre là. Je vais mettre là, c'est le portail. Donc je vais invoquer une de mes unités. Et je vais payer 1, 2 marteaux et une épée. Tac. Pour mettre en jeu sur mon plateau
le guerrier. Et du coup, ça me rajoute une unité à jouer au tour suivant, ce qui est plutôt pas mal. Lui, il va venir ici. Il va faire encore un 6, ce qui tombe plutôt bien, puisque il n'y a plus personne, ça veut dire qu'il va rapatrier ses troupes. Donc, il va d'abord gagner 2 points parce qu'il est dans une ruine. Lui n'est pas dans une ruine, ne lui rapporte rien, et lui il en a un là, donc ça va lui rapporter 1 point. Et je les remets dans l'ordre de grandeur, donc voilà. Et lui, il revient là. Pardon. Et c'est tout. Et du coup, je me retrouve avec la possibilité de placer mon guerrier. Alors mon guerrier doit toujours être placé de manière adjacente, donc ça ne simplifie quand même pas les choses. Je ne peux en gros qu'aller que là, et je vais prendre à nouveau 2 épées que je vais y changer tout de suite contre 2 épées. Le fantôme va venir ici, va lancer un dé pour faire un 1. Alors, c'est un spécial dwelling. Choisissez un royaume élémentaire qui est occupé par un... Alors, faut que je le mette sur The Mill, lui, pardon. Choisissez un royaume élémentaire qui est occupé par un worker fantôme et qui ne contient pas déjà un dwelling. Construisez un dwelling fantôme utilisant ce worker. Eh bien, il n'y en a pas, puisque là, c'est pas élémentaire. Cette carte n'a aucun effet. Moi, j'ai plus d'unités, donc je vais rapatrier. Donc, je vais commencer par rapatrier ici pour me gagner mes 2 marteaux. Pardon, et mon diamant. Toc. Ensuite, je vais dépenser mon parchemin, mon jeton de parchemin pour prendre un parchemin. Parce que derrière, j'ai qu'une seule autre unité, c'est lui, et je vais venir pour invoquer avec 2 diamants et un parchemin. Et ben, on va mettre en place la cavalerie avec le dragon. Bon, j'ai pas d'autre chose à faire, j'ai plus d'autres unités nulle part, donc tout le monde revient ici. Et le fantôme, évidemment, ne fait rien. Bon, ok. Ensuite, alors là, je pourrais aller acheter le Death Door, mais je pourrais rien acheter d'autre, ce qui serait quand même particulièrement ballot. Parce que la Death Door, soyons honnêtes, elle m'intéresse pas plus que ça. Donc je récupère des diamants, parce que j'ai déjà les épées. Ouais. Ah zut, tout à l'heure, je crois bien que je me suis mis dans un de mes royaumes. J'aurais dû gagner un point de victoire grâce à mon Houses of the Holy. Tant pis pour moi, j'ai pas fait attention. D'accord. Bon. Eh ben, on va commencer par mettre le guerrier ici pour prendre cette tuile-là de pièces, et on verra après si on l'utilise ou pas. Toc, le fantôme arrive là. Pour un 3 c'est ici, donc plus à gauche, et je vais placer ici. Alors lui a le droit d'avoir plusieurs unités sur la même zone, moi pas, et là, ça déclenche rien du tout. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je me demande si j'ai pas oublié de prendre des tuiles comme ça de royaume élémentaire pour lui. Bon, il va falloir que je fasse attention au prochain tour. Si vous l'avez remarqué, bravo, moi je l'avais pas remarqué, tant pis pour moi. Derrière, alors je vais faire quoi derrière? Où est-ce que je vais me placer? Ça c'est une bonne question. Alors le dragon il peut se placer jusqu'à 2 royaumes de distance, mais là 2 royaumes de distance c'est forcément une ruine et ça m'intéresse pas plus que ça, donc je vais placer ici. Parce que les potions j'en ai pas tant que ça. Donc lui, pardon, je le viens ici, lance un dé, 2, 2, c'est ici, et hop. Donc vous voyez, je ne récolte encore pas de jetons, et construct dwelling, mais eux ils ne peuvent pas construire de dwelling, cette carte ne sert à rien. Bon, pour l'instant, j'ai plutôt du bol de ce côté-là. C'est pas mal. Et mon dragon, je peux le placer jusqu'à 2 de distance. Du coup, 1, 2, je vais le placer là, et je vais prendre ça. Comme je suis dans un de mes dwellings, je gagne un point de victoire.
Je vais le convertir tout de suite pour, pardon, un diamant. Hop là. Lui vient ici, lance un dé. 6. Alors, c'est le magicien. Et le magicien, je dois le placer ici. Donc là, il va prendre une tuile rouge. Ok. Et je dois construire un dwelling, mais je n'ai rien pour construire un dwelling autour de lui, donc je ne construis pas de dwelling. Merci d'être venu. Tiens, j'aurais pas oublié de le remettre en jeu, celui-là. Ah bah oui. Eh bah oui. Oui, donc en fait, j'ai encore celui-là. Alors, qu'est-ce que je pourrais... Est-ce que je pourrais invoquer quelque chose? C'est un peu gonflé, mais je vais essayer. Je vais me mettre là. Et comme j'ai 3 marteaux, je vais en dépenser 2 pour invoquer un nouveau worker. Toc. Déployer, c'est pas mal. Le fantôme vient. Il fait un 5. Et il va déployer ici. Et il va placer un nouveau royaume. Alors ça m'arrange moyen, parce que du coup, là, il n'en reste que 4. Alors, ça va être un royaume avec un monstre. Est-ce que ça m'intéresse beaucoup, ça, un monstre? Oui, sur le principe, parce que vaincre des monstres, c'est toujours sympa. Tiens, je vais le mettre là, ça le fera. D'accord. Donc, le monstre, c'est le monstre aérien, et c'est le Cloud Spirit. Donc, il a 4 dés d'attaque, il est un peu moins fort. Et Rising Wind, tant qu'il est dans l'Elder Vale, toutes les unités peuvent utiliser le vol comme si elles étaient un dragon. C'est-à-dire que toutes les unités peuvent se placer à 2 cases de distance. Ah ouais, donc j'ai peut-être pas intérêt à le tuer, moi, le Cloud Spirit, en fait. J'ai pas intérêt à venir le provoquer. Intéressant. J'avais pas pensé à ça. Donc il me reste un ici. Alors, du coup, je pourrais me placer ici. Ça m'intéresse pas des masses. Ici, 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 ici. Bon, bah, je vais me placer ici. Je vais prendre ça. Lui va venir ici. Avec un 6. Et 6, il n'a personne, donc il rapatrie tout le monde. Alors, par contre, lui, on s'en fiche parce qu'il est nulle part. Par contre, là, ça fait 2, 4, 6, 8, 8 points. Ça score pas mal. Il est à 25. Hop. Donc, 1, 2, 3 et 5. Voilà. Et ben moi aussi, je vais rapatrier de toute façon, parce que j'ai pas grand-chose d'autre à faire. Est-ce que je peux dueller? Ah! Ouais, je pourrais dueller. J'aurais même pu dueller 2 fois, presque. Intéressant. Alors, est-ce que ça serait pas mieux que je duelle en rouge, parce que ça me ferait monter encore d'un cran sur les cartes rouges, plutôt qu'en noir, puisque pour l'instant, personne n'a ouvert le noir. Ouais. Donc, je vais rapatrier lui, et je vais le mettre ici pour dueller. Donc, je vais dueller ici, je vais payer un diamant. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais convertir ma tuile, ça m'évitera de payer, voilà. Donc, lui va venir ici. Je vais donc prendre un niveau en rouge, et je vais gagner 4 points, puisqu'il y a 2 ruines qui m'entourent. Je suis à 18. Voilà. Ensuite, il me reste donc 3 unités à rapatrier. Donc je vais évidemment faire un gather pour gagner une pièce d'or. Ça c'est forcément obligatoire. Je vais obligatoirement venir ici puisque je suis en haut de la piste. Donc je vais gagner 2 marteaux et un diamant. Que fait ce parchemin dans les diamants? On ne sait pas. C'est l'anarchie. Bon, ce qui m'énerve, c'est que j'ai pas beaucoup de parchemins, et ça, c'est pas très pratique du coup. Ok. Et il me reste une unité à rapatrier. Et oui, c'est ça le problème, c'est que... Ah ouais. Oh, allez, si. Je vais summon. Alors, pardon. Je vais payer une vraie potion, une pièce en potion et une pièce en parchemin. Toc. Pour invoquer le magicien. Voilà. Donc je rapatrie. Là, il n'y a plus personne.
Je rapatrie toutes mes unités, et vous voyez que tout de suite, avec 5 unités à jouer, je suis un peu plus confortable. Bon, par contre, je commence à ne plus avoir beaucoup de cartes ici. Alors... Ouais. Ouais. D'accord. Bon, mon premier placement va être quand même d'aller ici pour récupérer les 2 potions. Ça, c'est vraiment trop bon. Je vais d'ailleurs les convertir tout de suite. Hop. Tac. Voilà. Donc, lui vient ici. C'est un 6. Il va m'envoyer... Tiens, j'ai oublié de remettre une carte. Il va m'envoyer son magicien, qui devrait être là, mais il n'y a pas de tuile, donc il vient là, et construire un dwelling, mais il ne peut pas. Bon, pour l'instant, j'arrive à l'empêcher de construire des dwellings, ça c'est bien. Par contre, il va y avoir forcément combat. Donc, il va avoir une, et moi j'en ai un. Il a personne aux alentours, il a personne ici, donc ça sera impur. Et dans ce cas-là, moi je vais peut-être quand même me payer le luxe de prendre une épée pour faire un deuxième dé. Voilà, pas de suspense. J'ai fait 6 et 4, et lui n'a fait que 4, donc je remporte la victoire. Il est placé dans l'Underworld, et moi je vais donc remporter ici, et je vais pouvoir augmenter d'un niveau sur la piste de mon choix. Ah, je vais quand même essayer de lui choper la lumière sous le nez, on verra bien. Ok. Tac. Bon, maintenant je vais pouvoir placer une autre unité. Pour l'unité suivante, je vais aller déployer... Tiens, je vais aller déployer le guerrier ici, et je vais en profiter pour prendre... Ceci, c'est donc un symbole de carte magique que je vais échanger tout de suite contre la première carte. Alors, polymorphe. Jouez à n'importe quel tour, autour de n'importe quel joueur, choisissez une unité dans votre zone prête, et échangez-la pour une de vos unités dans Eldervale. Ah oui, ça permet... D'accord, ça permet d'échanger un ouvrier, un worker contre un dragon par exemple, ou contre un guerrier. D'accord, ça peut être fun. Le fantôme arrive et il va faire un 1. Donc il va arriver avec cette carte-là. Il devrait se placer normalement ici. Donc déjà il va prendre ce jeton-là qui est un noir qui va donc ici. Ok. Et il va placer un nouveau royaume. Ah, décidément, ça ne m'arrange pas du tout. Donc là c'est un royaume de feu. Je pourrais essayer de le placer ici pour faire quelque chose de cohérent avec le reste. Je vais descendre un petit peu ma zone de jeu, parce que je ne suis pas sûr qu'elle soit toujours bien dans le cadre de la caméra. Voilà. Toc. Ok, c'est pas mal. Donc je l'approvisionne dans ces 3 jetons réglementaires, et même, hop, dans les autres jetons, puisque c'est l'endroit où il y a une alternative de 2 piles de jetons. Vous remarquez d'ailleurs qu'il manque un jeton, puisque c'est le jeton qui a permis de déterminer où se trouvaient les jetons rouges sur la ligne qui est ici. Ok, donc là, il y a forcément Baston. Il y a Baston, donc lui, il a un dé, puisque c'est un ouvrier. Il a un deuxième dé, puisqu'il y a un magicien dans l'Underworld. Et c'est tout. Par contre, moi, en tant que guerrier, j'ai donc 2 dés. Et j'ai un troisième dé... Pardon, c'est pas ce dé-là. J'ai un troisième dé, puisque j'ai un dwelling à côté. Je vais me contenter de 3 dés. Je vais tenter le truc. Alors, oh bah ça passe largement. J'ai de la chance, plus ou moins au dé, donc 6, 5, 1, alors qu'en face, il fait 3 et 2. Donc, son unité est envoyée à l'Underworld. Je monte ici. Alors ici, c'est un peu spécial. J'ai le choix, soit entre une orbe, c'est cette espèce de jeton translucide, soit de prendre 2 points de victoire. Alors les orbes, à quoi ça sert? Il y a des cartes à l'achat, où si vous placez une orbe, eh bien, vous allez gagner des choses en plus. Tout orbe qui n'est pas placé quelque part à la fin de la partie rapporte des points de victoire. Donc c'est pour ça que ce n'est jamais inutile de prendre une orbe. Donc je vais prendre une orbe, je vais la stocker ici pour l'instant, et on verra après si je peux la placer quelque part ou pas. Bon, ensuite,
Je pourrais carrément dueller en fait. Mais ça voudrait dire qu'après, il faudrait vraiment que j'achète... Ah oui, après, je serais presque obligé d'acheter un autre. Bon. Je vais mettre mon dragon ici, puisque j'ai une roche, je suis adjacent, qui va me permettre de faire un dwelling. Et ici, j'ai un dwelling à 2 épées, 2 marteaux, j'en ai 3. Donc je vais payer 2 marteaux. Je vais placer mon dwelling ici, comme d'habitude. Je vais donc gagner un rang en noir, en ténèbres, pardon. Et je vais donc scorer 4 points. Et là, il n'y a pas de dwelling, donc je vais scorer 4 points. Donc je suis à 22. Ok. Et lui, du coup, en fait, puisqu'il n'y a pas de place, il ne va pas se placer. Bon, ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire? Alors, oui, ça serait peut-être le moment quand même d'invoquer un nouveau travailleur. Donc je vais mettre mon magicien ici. Il faut que je paye 3 ressources quand même pour débloquer mon dernier worker. Ça c'est pas facile. 3 ressources, qu'est-ce que je vais payer comme ressources? Bon, je vais payer une ressource comme ça de toute façon, puis je vais payer un diamant et une potion, puisque j'en ai plusieurs exemplaires. Ça sera toujours ça de fait. Et ça me permet de faire venir mon dernier worker, ce qui veut dire que là, techniquement, je suis capable de faire les 2 derniers dwellings. Il va falloir simplement que j'arrive à les placer au bon endroit. Pardon. Donc, le fantôme arrive ici. Hop là. Il lance un dé. Ah, tiens, je n'ai pas remplacé la carte. 6. Ah, 6, il n'a personne, donc il va rapatrier. Il n'a personne sur le plateau, donc il ne marque pas de points. Il a 2 personnes ici, donc il va marquer 2 points. Très bien. C'était un tout petit tour pour lui, c'est pas mal pour moi en fait. Bon, dans ce cas-là, puisqu'il me reste 2 ouvriers, je vais en placer un ici, et je vais échanger un marteau et une potion contre 2 pièces, ce qui n'est pas mal puisque ce sont des ressources universelles, comme je vous l'ai déjà expliqué. Lui, il va venir ici, et on va taper sur le 1. 1, il va placer son personnage ici, et il va me demander de placer un nouveau royaume. Alors là, c'est pénible parce qu'après celui-là, il ne reste que 2. Bon, je vais le mettre là, celui-là, parce que celui-là, c'est un peu neutralisé comme ça, et va arriver donc le Winged Serpent. Sorry. Toc. Donc le Winged Serpent, qu'est-ce qu'il fait? Donc il a 4 dés de combat, présence divine. Quand le joueur actif place une unité dans le même royaume que le Winged Serpent, ou dans n'importe quel royaume adjacent, ce joueur gagne un point de victoire. Ça, c'est bien. Tame. Lorsqu'un joueur devrait déclencher une bataille avec le Winged Serpent, ils peuvent choisir de ne pas le faire. Ah, c'est un pacifiste qui rapporte des points de victoire. Ça, c'est un monstre gentil, ça. Ça, j'aime bien. Eh ben, très bien, bienvenue à toi, mon ami. Bienvenue à toi. Bon. Et donc, voilà ce que je voulais faire, c'est d'arriver jusque-là. Ah! Allez, ça se tente. Je prends celui-là. Vous allez voir pourquoi. Donc, il vient ici. Faut que je remplace la carte, voilà. C'est un 3. Alors, le 3... Ah, le 3, c'est une carte spéciale. Placez cette carte dans la défausse, mélangez la défausse dans le deck. Donc en fait, c'est la carte qui permet d'actualiser, et lui, il doit se placer dans la forteresse. Ah zut, il va provoquer un combat avec moi. Ah, ça, c'est moyen cool. Mais en tout cas, il repart avec tout son deck. Elle est arrivée assez tard, cette carte, j'avoue. Je l'ai vue arriver bien plus tôt que ça dans une partie. Donc, il va provoquer un combat avec un de mes personnages. Ah ouais. Ça m'arrange pas des masses, en fait. Pourquoi? Je vais vous expliquer, tout simplement parce que déjà, de base, il va ramener obligatoirement son personnage là. Donc, il va avoir 1, 2 et 3 dés.
Et moi, je n'ai qu'un dé. Voyons voir, est-ce que j'ai quelque chose? Et non, parce que c'est pour les Monster Rush, c'est... Eh ben non, j'ai rien. J'ai rien, donc je vais être obligé de subir la bataille. Alors, la grande question, c'est est-ce que j'amène mon Wizard et mon Worker? Non, je vais y aller à l'arrache. Donc lui, il va avoir 3 dés. Un ici, un ici, un ici. Et moi, je vais donc avoir un dé. Et puis, allez, tant pis, vaille que vaille, je vais dépenser 2 épées pour prendre 2 dés supplémentaires. Donc on est à 3 dés partout, en fait. Alors, lui, il a un 5, 4, 3. Et ben, décidément, je suis verni. J'ai un 6, 5, 2. Donc, en fait, je gagne. Je les envoie ici, je monte ici, et je prends une ressource de mon choix. Ah bah tiens, j'avais pas prévu ça, moi. Qu'est-ce que je voudrais comme ressource? Finalement, j'ai pas acheté beaucoup de cartes, vous le voyez, et à mon avis, vu le nombre de choses qui restent, je vais pas forcément en acheter beaucoup non plus. Ouais, ça serait mieux que je prenne une ressource que je n'ai pas. Et une ressource que j'ai pas souvent, c'est le parchemin. Donc je vais prendre un parchemin. Ok, pourquoi pas. Très bien. Bon, je n'ai plus d'unités, donc je vais devoir rapatrier mes unités. Par contre, je vais essayer de le faire intelligemment, ce qui, vous me connaissez peut-être, n'est pas gagné. Je crois que tout simplement, je vais commencer par rapatrier le dragon pour faire un dwelling. Et le dwelling, je vais le faire là-bas, parce que ça va me permettre d'arriver au maximum de l'élément de feu. Et je prendrai l'orbe, et le ghost ne pourra pas me le prendre. Par contre, ça coûte 3 diamants. Et là, je vais jouer une carte qui est le Natural Abode. Soit j'ai un niveau en magie de la nature, verte, ce que je ne peux pas avoir puisque elle n'est pas présente dans la partie, soit je paye un diamant. Et en jouant cette carte, jouez quand vous construisez un dwelling, vous pouvez ignorer le coût en ressources pour construire ce dwelling. Donc finalement, je paye un diamant au lieu de payer 3 diamants. J'appelle ça un investissement rentable. Donc, je vais venir là. Je vais prendre 2 rangs en feu, je vais prendre une orbe. Voilà. Alors si, j'ai oublié de vous dire, donc on peut placer les orbes sur des cartes, mais il y a aussi toute cette rangée qui est en haut, où je peux placer les orbes. Je peux attendre, parce qu'en fait, je peux placer les orbes sur la case que je veux. Donc je peux un peu attendre le dernier moment, par exemple, pour acquérir les points de victoire. Étant donné que l'adversaire ne semble pas avoir beaucoup de possibilités d'avoir un orbe pour l'instant, je pense que je vais jouer un peu l'attente. Donc ça, c'était mon premier rapatriage. Bon, derrière, lui, de toute façon, il peut rien construire. Je vais venir là pour un gather pour prendre une pièce. Je vais évidemment rapatrier lui pour aller à la Brass Door pour gagner 2 marteaux et un diamant. Toc, un diamant et 2 marteaux. Voilà. N'ai-je pas oublié quelqu'un? Ben non, puisque... Ah bah si, le magicien. Mais le magicien, il ne peut rien faire parce qu'il n'y a rien à invoquer. Je ne peux avoir qu'un seul meeple sur les cartes ou les zones. Donc lui, il va juste rentrer à la maison. Les autres vont rentrer à la maison. Lui, il va rentrer là. Et du coup, normalement, j'ai déjà 5 dwellings. Oui, donc si j'arrive à faire un dernier dwelling, eh ben en fait, je vais déclencher la fin de la partie. Bon, intéressant. Du coup, où est-ce que je pourrais faire un dwelling? Bon, ça serait peut-être intéressant que je gagne de l'argent avec des cartes quand même un peu. Alors, en rouge, je suis déjà au taquet, donc il n'y a pas grand mérite d'aller chercher une carte rouge. Par contre, en jaune, en lumière, je pourrais. Il reste une tuile, il faut d'ailleurs que je réapprovisionne ici. Je pourrais me placer directement dans le donjon, en fait. Et ça me permettrait, puisque j'ai quand même pas mal de ressources, d'acheter 2 cartes. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas? Après tout, oui, je vais faire ça. Donc, par défi, je vais y placer mon dragon. Je vais prendre une tuile ici. Alors, il y a de fortes chances que ça soit la tuile du monstre de la mort qui n'est pas encore sorti, et bingo. Donc je ne vais évidemment pas le placer là où j'aurais pu le placer ici. Je vais plutôt le placer ici, dans un endroit où j'ai finalement assez peu de chances de retourner un jour. Donc je vais y placer le monstre en question, je vais y placer aussi les
comme ça. Tiens d'ailleurs, ah, vous avez dû le remarquer depuis un bout de temps, mais j'ai fait une erreur puisque la tuile du monstre de l'air n'a pas comme ça. C'est ça. D'accord, oui, et la tuile qui reste, donc je sais que la tuile qui reste là, c'est la tuile bleue avec 2 ressources. Ok. Ah, mais du coup, ça veut dire que donc le monstre, le Wing Serpent, j'ai oublié lui aussi de lui mettre ses ressources, puisqu'il m'en restait dans le râtelier, ce qui n'était pas normal. Voilà, tout va bien, tout va bien. Alors, j'ai placé ça, et je vais acheter des cartes. Alors, j'ai quand même intérêt à acheter des cartes qui vont me rapporter un niveau de points assez intéressant. Donc en fait, techniquement, j'ai un peu intérêt à acheter une light et une fire. Alors pour la light et la fire, il me faudra en tout 4 diamants et 2 épées. Waouh! Alors, ce qui veut dire 6 ressources. Sachant qu'ici j'ai 3 pièces, j'ai une 4e pièce et j'ai un diamant là, ça le fait. Donc je vais convertir ça en une pièce. J'ai le droit puisque j'en ai que 4. Je vais convertir ça en un diamant. Ok. Alors d'abord, je vais payer 2 diamants pour acheter la rivière de lave. Donc techniquement, si je plaçais une unité dans un royaume de feu, je gagnerais un diamant à chaque fois. Là, évidemment, c'est beaucoup trop tard. Et là, je vais payer 2 diamants et 2 épées pour aller acheter le Wall of Glass. Donc à chaque fois, c'est un mur, alors c'est un peu spécial le mur, à chaque fois qu'un adversaire monte le long de la piste de lumière, je gagne une gemme. Je vais le placer là, et du coup, comme j'ai gagné une carte rouge, bah là je peux pas monter, mais comme j'ai gagné une carte jaune, je vais monter là, et je vais me prendre ça. Bon là ça fait 3 orbes, ça serait peut-être quand même, vu qu'on n'est pas loin de la fin de la partie, c'est plus rentable de transformer une orbe en 3 points, déjà de base, 1, 2, 3, et encore une autre en 2 points. 1, 2 pour être à égalité, et la troisième, bah, je vais la garder pour voir. Ceci dit, maintenant, il faut que j'amène lui ici. 4, 4, ah. Il va placer ici, et il va construire un dwelling aux alentours de lui, mais lui ne peut pas construire un dwelling, donc il ne se passe rien. Dernière étape, le monstre qui est là peut rusher sur le dragon. Alors, je pourrais me la jouer super greedy, parce que le dragon il a 3 dés, et à côté j'ai un dwelling qui me permettrait d'avoir un 4e dé contre 4 dés. Ça me ferait monter d'un niveau ici, ou ça me ferait monter d'un niveau ici, qui n'est pas possible. Et si je perds, j'ai l'air un peu stupide. Surtout que là, le Winged Serpent, je peux déclarer, je dirais, pacifiste. Non, allez, pour la beauté du jeu, je vais donc prendre 3 dés pour le dragon, 1 dé pour le dwelling qui est adjacent, lui il va rusher ici, il va se battre avec ses 4 dés. Et on verra bien, parce que de toute façon, je n'ai ni pièce ni épée, donc je peux rien transformer en pièce et en épée. Oh là 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 là, c'est un carnage. Donc lui, il fait 6, 6, 5, 2. Et moi, je fais 6 et 3 fois 4. Alors... Oh... Ouais, j'aurais dû le faire avant. J'avais une carte qui me permettait de swapper mon dragon contre une autre unité. J'aurais pu éventuellement mettre une unité qui m'intéressait point. Tant pis, bah, j'ai perdu. J'ai joué, j'ai perdu. Hein, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc, lui va dans les Underworld, ce qui me fait quand même gagner une épée. Et le Wing Serpent revient dans son lair. Voilà. Bon, du coup, il faudrait peut-être que j'aille chercher ce dernier dwelling. Bah, remarquez, après tout, je pourrais me mettre là, en prenant tout de suite un marteau, c'est-à-dire en choisissant ici plutôt qu'ici, voilà. Lui va venir ici, il faut que je réassortisse ici, il va faire un 1, c'est son guerrier, et qui va le placer dans le même... Ah, ça m'arrange pas du tout, par contre.
Pas du tout, du tout. Ah ben oui, mais du coup, alors, c'est là que je vais jouer mon polymorphe, et je vais swapper mon ouvrier. Ah oui, mais non, parce que si je gagne, je peux plus dueller. Donc non, je vais prendre le risque. Alors, ça va être un gros risque quand même, parce que lui attire ça, donc il a, pardon, 2 dés, plus 1 dé, plus 2 dés ici, donc il a 5 dés, le bougre. Et moi, j'ai un pauvre dé, plus 2 dés par mes dwellings adjacents, ce qui me fait 3, et je vais dépenser l'épée que j'ai gagnée pour un 4e dé. Bon, je suis très désavantagé, mais qui sait. Alors, donc lui, il est à 4, 4, 4, 3, 2. Et moi, je suis... Oh la vache! Je suis à 5, 3, 1, 1. Donc en fait, je gagne. Et ouais, je gagne. Donc eux sont envoyés ici. Moi, je monte ici, ce qui me permet de progresser d'un rang sur l'élément de mon choix. Bah après tout, je vais monter d'un rang là, puisque là, je vais encore monter de 2 rangs, ça sera bien. Ça sera même très bien. Ok. Et bien, puisque c'est ça, dans ce cas-là, je me mets là. Je vais pouvoir dueller, puisque dans mes ressources, j'ai 3 marteaux. Et donc, je vais pouvoir faire un dueling ici. Toc. Ce qui va donc me rapporter 2 rangs ici, et 2, 4, 6 points. Donc, je suis à 27 et 6, 33. Voilà. Et du coup, si je ne me trompe pas, cela déclenche la fin de la partie. Donc puisque cela déclenche la fin de la partie, ça veut dire qu'en fait j'ai un dernier tour et le fantôme lui aussi, pour éventuellement essayer de maximiser encore quelques points. Alors, oula, oui, je suis vraiment un peu à poil là. Bon, je peux rien acheter, donc le donjon, ça m'intéresse pas. Le portail, j'ai rien à invoquer. Je vais juste envoyer mon magicien ici, je vais récupérer cette petite tuile là. Lui, je vais dire qu'il va pas rusher, lui, il va venir ici. Il fait un 5. Donc, il va mettre ici et placer le nouveau realm. Voilà. Bon, je ne vais pas placer les ressources dessus parce qu'en fait, la partie s'arrête immédiatement. Et donc, ça serait un peu dommage de déplacer des jetons qui sont déjà rangés. Voilà. Et on est à la fin de la partie, donc on va faire un décompte des points finaux. Puisque vous voyez, on a déjà gagné un certain nombre de points pendant la partie, mais il y a un scoring final avec les cartes que nous avons acquises. Alors, ce scoring final, il est un peu différent pour pour le fantôme d'Eldervale et pour les joueurs. Je vais commencer par le fantôme. Donc le fantôme, il va scorer la position de ses marqueurs sur chacune des pistes d'éléments. Il va faire 4, et 2, 6, et 3, 9. Donc 29 et 7, 36. Ok. Deuxièmement, il va scorer les dwellings. Donc il va scorer les dwellings comme un joueur normal. Alors, le joueur normal, il va scorer les dwellings. Leur valeur est déterminée par la position du track. Donc lui, finalement, il n'a réussi qu'à faire un seul dwelling. Et donc, il est dans blanc, donc, bleu light, donc il va gagner 4 points. Donc, il est à 40. Ok. Ensuite, il va gagner ses Adventure Cards, donc il va scorer toutes ses Adventure Cards. C'est-à-dire qu'il là aussi, il va scorer en fonction de là où il en est dans la hiérarchie. Donc il a 2 cartes d'air où il est à 3, donc ça fait 6, et une carte de lumière où il est à 4, donc ça fait plus 4, ça fait 10. Donc il arrive à 50. Et enfin, il va scorer ses cartes de magie, donc un point par carte. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il est à 58. Je ne vous cache pas très honnêtement que c'est un score particulièrement minable. Je ne sais pas si c'est l'effet caméra. Je vous promets que je revisionnerai la partie avant de la publier pour être sûr de ne pas avoir fait une grossière erreur.
parce que j'avoue que ça faisait longtemps que je pense ne pas avoir pulvérisé le joueur fantôme d'une telle manière. D'habitude, c'est plutôt lui qui me met des roustes. Donc là, peut-être bien que c'est moi qui mets des roustes. Donc, toutes les orbes qui ne sont pas dépensées valent 1 point. Donc celle-là, elle me gagne 1 point. Ensuite, moi, je score donc la position de chacun de mes marqueurs élémentaires. Donc 4 et 5, 9 et 5, 14. Donc 14, 34 et 14, ça fait 48. Ensuite, je score mes dwellings. Alors là, je vais les scorer là aussi en fonction de la hauteur. Donc 5 et 5, 10 et 5, 15 et 5, 20. Et en noir, je suis à 4, 24 et 28. Donc 28. 48 et 28, 76. Ok. Ensuite, mes cartes de tableau ici. Donc attention, pour chaque dwelling que j'ai construit, je peux scorer jusqu'à 3 cartes d'aventure. Comme j'ai construit 6 dwellings, je pourrais scorer 18 cartes d'aventure. Évidemment, j'en ai pas 18, mais donc je vais toutes pouvoir les scorer. Alors, du coup, elles prennent la valeur de leur niveau d'éléments. Donc, eh ben, j'en ai... de toute façon, elles sont toutes à 5, donc 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 25. Ça fait 101. Ok. Je n'ai pas de carte de Vault, ce qui pourrait me faire du scoring en plus, mais ce sont des cartes d'aventure d'un type spécial. Et les cartes de prophétie, j'en ai une dans la main. C'est la comète. C'est à la fin de cette partie, elle me rapporte 2 points, donc je gagne 2 points, je suis à 103. Et plus 1 point pour chaque carte prophétie que j'ai. Alors ça c'est une carte prophétie, donc ça me rapporte 1 point, mais j'en ai pas d'autres. Donc je finis à 103 à 58. Oui, là ce n'est plus une victoire, c'est une déculottée pour le Ghost. Ça m'est déjà arrivé une fois, donc c'est pour ça que je pense quand même que tout s'est bien passé selon les règles. Mais j'avoue que c'est extrêmement rare et que c'est extrêmement satisfaisant en ce qui me concerne. Voilà, vous venez donc d'assister à une partie solo de Dwellings of Eldervale. J'espère que maintenant vous avez une meilleure idée de à quoi ressemble une partie de Dwellings of Eldervale, même si vous ne l'avez vu qu'en solo. Dites-vous que finalement, en regardant comment moi j'ai joué, vous avez une bonne idée de comment ça se joue en multijoueur. Alors Dwellings of Eldervale, c'est un de mes jeux préférés, je l'avoue. Et je ne suis pas pour autant aveugle. Si je voulais faire une petite mini-review ici pour conclure cette partie, c'est donc un jeu que j'adore, il est dans mes tops, mais il n'est pas sans défaut. Et je pense que le principal défaut pour beaucoup de gens, eh bien, c'est ce côté, je dirais, extrêmement aléatoire des batailles. Vous l'avez vu durant la partie, il y a eu des moments où les probabilités étaient contre moi, par exemple au nombre de dés, et où finalement, en lançant les dés, j'ai fait des résultats extrêmement favorables pour moi et extrêmement défavorables pour l'adversaire, sans réelle manière de mitiger ce résultat, en tout cas pour le fantôme. J'avoue que là, le fantôme que vous l'avez vu, c'est un fantôme un peu faible, pour une fois, aussi peut-être étant donné la configuration du terrain qui l'a souvent bloqué dans ses tentatives de construction de dwellings. Donc c'est vrai que la configuration de terrain de départ peut jouer un peu dans ce domaine-là. Dans une partie de multijoueur aussi, la configuration de terrain de départ peut influer sur le processus de jeu. Maintenant, c'est vrai que si moi, je vais vous dire très honnêtement, je m'en fiche si les dés ne sont pas justes sur ce jeu-là, parce que je le prends comme il est, c'est-à-dire un jeu qui est une grande concentration de différents mécanismes. Vous avez de la construction de tableaux, vous avez du lancer de masse de dés, vous avez du contrôle de territoire, vous avez du placement d'ouvriers, quelque part un petit peu, avec de la récolte de ressources. Donc il y a un grand mélange de tout, et pour moi, ce grand mélange, il tient la route. Franchement, il fait un tout assez cohérent, assez homogène. Il fait peur un peu au début parce qu'on se dit il y a plein de petites règles, mais en fait pas du tout, il s'apprend assez facilement et il se joue assez facilement. Si vous jouez avec des joueurs qui savent jouer, franchement une partie ne s'attarde pas non plus beaucoup. Après on parle souvent dans les jeux de société de downtime, ce temps d'attente qu'il y a entre
entre vos différents tours en fonction du nombre de joueurs. Ici, étant donné que les dés des monstres éventuels peuvent être gérés par un autre joueur, peut y avoir un moment d'activité quand ce n'est pas son tour aussi, et puis c'est toujours fun de regarder ce que fait l'adversaire. Moi, principalement, je pense que véritablement le point noir du jeu, c'est un peu ce côté ultra aléatoire des dés, et donc, parfois, quand les dés ne sont pas avec vous, peut-être un peu frustrant. Aujourd'hui, je ne vais pas me plaindre, les dés étaient avec moi. Ça n'empêche que, en toute honnêteté, je suis très loin de mon meilleur score, puisque là aujourd'hui j'ai fait 104 points, et mon meilleur score était à 158. Donc vous voyez que j'ai fait beaucoup mieux. Ceci dit, un autre reproche qui est fait aussi à ce jeu, c'est que la construction de tableaux est extrêmement limitée, puisque la fin de partie est directement liée à la tuile qui permet d'acheter des cartes de tableau, justement. Donc quelque part, vous avez envie de construire un tableau, mais vous n'êtes pas incité à le faire parce que, justement, vous précipitez un peu la fin de partie. Si vous jouez à 4 joueurs et que tout le monde décide de le faire, eh ben, en un tour de table, il y a déjà 4 tuiles qui ont été placées. Alors certes, à 4 joueurs, il y a plus de tuiles qu'à 2 joueurs, mais quand même, ça risque d'accélérer les choses. Pour cela, en fait, il y a une variante officielle, il existe une autre tuile qui s'appelle l'oracle, qui est comme la tuile de donjon, sauf que cette tuile d'oracle ne vous permet que d'acheter des cartes, sans placer de royaume. Alors évidemment, je pense que c'est là, dans une configuration avec cette tuile d'oracle, que j'ai fait 158 points, parce que là, les parties deviennent nettement plus longues, puisque finalement, quasiment, le déclenchement de la fin de partie est vraiment soumis au bon vouloir absolu des joueurs, puisqu'on a un autre moyen de faire un tableau d'effets, de faire un moteur, entre guillemets, d'effets, beaucoup plus long et beaucoup plus performant que dans une partie de base. C'est un choix. C'est un choix, moi j'aime bien les deux variantes, j'aime bien jouer avec l'oracle, j'aime bien jouer sans l'oracle. La plupart du temps d'ailleurs je joue sans l'oracle pour justement compacter un peu le temps de jeu. Donc ça c'est quand même à saluer, je dirais, qu'il y a cette option, qu'ils étaient conscients que pour certaines personnes, les parties allaient se révéler peut-être un peu trop courtes et là aussi un peu frustrantes. Donc en résumé, si vous aimez les jeux visuellement, honnêtement, c'est pas dégoûtant. Qui vous promettent des sensations fortes parce que vous lancez plein de dés. Qui, comment je vais dire ça, qui quand même vous apporte une certaine satisfaction d'arriver à faire ce que vous voulez faire. Honnêtement, Dwellings of Eldervale est un excellent jeu. Je vais peut-être mettre une dernière nuance pour conclure cette vidéo, parce qu'il se trouve que, il y a maintenant une semaine et demie, j'ai reçu Andromeda's Edge, qui est finalement le petit frère de Dwellings of Eldervale, mais cette fois dans l'espace, puisque c'est à nouveau le même auteur, Luke Lowry, et son fils Maximus Lowry, qui ont fait un jeu, honnêtement, vous sentez l'ADN tout de suite. Beaucoup de choses, placement de tuiles, récolte de ressources, combat avec plein de dés, il y a beaucoup de choses. Mais ils ont réussi à faire un système qui permet de réduire un peu la frustration au dé. Et ce système, bien évidemment, des gens sur BGG ou ailleurs ont déjà trouvé des moyens de l'adapter à Dwellings of Eldervale de manière gratuite. Et l'auteur Luke Lowry a dit, mais n'hésitez pas, simplement faites attention à l'équilibrage des forces, puisque les monstres errants risquent de devenir un peu moins forts, mais adaptez les systèmes qui vous plaisent. Donc si vous avez peur d'être un peu frustré par la chance au dé qui n'est pas de votre côté, le manque de cartes pour mitiger tout ça dans votre main au moment X, il existe aussi d'autres variantes comme ça. Donc voilà, moi personnellement, même si j'ai reçu Andromeda's Edge, Dwellings of Eldervale ne quittera pas ma collection, parce que je l'aime énormément. Je vais vous dire en toute honnêteté, Dwellings of Eldervale fait partie de ces quelques jeux avec Everdell et Tidal Blades que j'ai acheté purement pour leur visuel, en ne sachant rien des mécanismes de jeu, puisque c'était au début de ma carrière de joueur de société. Je ne l'ai jamais regretté.
Maintenant que j'ai un bon nombre de parties dans les bottes, eh bien je peux vous dire que franchement, ouais, ce jeu, Dwellings of Eldervale, pour moi il en vaut la peine. Au moins d'être joué, mais personnellement, si je devais le racheter, je le rachèterais. Alors, je suis curieux d'une chose, dans la campagne que va proposer Lucky Duck Games pour la localisation en français, à savoir qu'il y a une version ultra deluxe, enfin deluxe, de Dwellings of Eldervale, où les monstres ont des bases sonores. Oui, vous ne rêvez pas des bases sonores. Ça sert strictement à rien, vous emboîtez le monstre sur la base sonore, et quand vous déplacez, eh bien je dirais le choc, le mouvement fait qu'il y a un son qui est joué. Bon, c'est toujours le même son, il n'y a que 2 sons, vous pouvez choisir avec un petit interrupteur. C'est le summum du gadget qui ne sert à rien, et du coup je me demande, parce que je n'ai pas du tout regardé s'il y avait une page de preview, je me demande si Lucky Duck Games va aussi produire ces bases sonores, ou va s'en tenir aux figurines, voire aux standees. Personnellement, j'ai la version avec les basses sonores, ça par contre je pourrais très bien racheter le jeu sans les basses sonores. Ça n'avance rien, et surtout, les bases des monstres sont parfois juste à la dimension des bases sonores, ce qui fait que pour certains monstres, comme vous voyez par exemple ce monstre-là, qui est très détaillé en bas, ce sont des mains, eh bien si jamais c'est coincé, pour l'enlever, vous risquez de casser votre figurine. Là, pour une figurine aussi massive que celle-ci, pas trop de problème, mais il y en a certaines où une de mes figurines est restée dans son socle pendant quelques semaines, jusqu'à temps que je me décide de prendre mon courage à 2 mains et une pince à épiler pour essayer de faire du jeu, pour essayer de l'enlever, et j'ai réussi à l'enlever, mais je ne le conseille pas, très honnêtement. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, j'ai apprécié de la faire parce que ça m'a permis d'y rejouer. Voilà, donc moi je suis content. J'espère que vous l'êtes aussi. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo très bientôt sur le Ludovore, et je vous dis bonne continuation ludique. À bientôt!